Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Je suis chirurgienne de formation, j'exerce depuis plus de 30 ans et je m'occupe particulièrement de pieds diabétiques. Donc depuis une dizaine d'années, je ne fais que ça. Alors j'étais à Lyon et puis je suis rentrée il y a en 2008 pour ouvrir un centre ici à Alger qui marche très très fort parce que malheureusement il y a beaucoup de diabétiques et il y a beaucoup de complications des pieds. Donc, je suis là pour travailler, je travaille, c'est pas facile, mais on est là. Voilà. Donc, je suis entre Alger et Lyon depuis 2008. Avant, je passais une semaine à Alger et 3 semaines à Lyon. Je suis moins d'une semaine à Lyon et pratiquement tout le reste du temps du mois sur Alger. Il y a trop de patients et malheureusement, j'ai essayé de former des gens, mais on n'est pas nombreux à faire tout cela. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le congrès que tu organises les 1er et 2 décembre à l'hôtel Sheraton Club des Pins. Oui, alors, c'est notre 5e congrès en fait. Avant, on faisait des congrès sur le pied diabétique uniquement. Et vu la qualité des orateurs, la qualité des prestations qu'on offrait, de jeunes médecins m'ont approché pour demander de faire un congrès sur le diabète. C'est vrai que le pied diabétique ne peut intéresser qu'une certaine partie du corps médical. C'est très particulier puisque c'est une spécialité en soi. Donc, à la demande de ces jeunes médecins, j'ai dit OK. Et surtout du fait que, je le dis, je le répète, moi je fais beaucoup de congrès aux États-Unis, je présente mon travail et j'ai un bon retour. Et aller aux États-Unis pour un congrès, c'est en moyenne 15 000 $. Alors si on arrive à ramener les meilleurs orateurs américains à Alger et faire ce beau cadeau à la jeunesse algérienne, aux confrères algériens, c'est, moi je pense, ma satisfaction la plus importante. Tu dis que tu es entre la France et l'Algérie. Est-ce que le patient diabétique que tu soignes en France et celui que tu soignes en Algérie a le même profil ou il y a une légère différence dans la prise en charge? Il y a une énorme différence, d'abord dans la compréhension de la maladie. Deuxièmement, le côté psychologique n'est jamais pris en charge en Algérie. Même pour amputer, on leur annonce la matinée qu'on va leur couper le pied. Donc, il n'y a aucune prise en charge psychologique. À mon avis, c'est très important. Et puis, le plus grave, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Rien n'est remboursé. Donc, ni les examens cliniques, ni les examens paracliniques, ni les consultations, ni les transports. Moi, je draine toute l'Algérie et d'autres pays du monde. Malheureusement, rien n'est remboursé. Il y a des gens qui viennent de Hassim Saoud, de Naama, de toute l'Algérie. C'est des gens qui doivent payer leur transport, déjà. Quand on connaît les prix, on connaît les conditions, et après, il faut payer la consultation, après, il faut payer les soins. Après, pour la plupart, ils n'ont pas de carte Chifa, donc il n'y a pas de remboursement de médicaments. Ça pose un sérieux problème. On ne peut pas comparer ce qui se passe dans le reste du monde avec l'Algérie. Je pense qu'on est très très loin de la prise en charge réelle du pied diabétique ou du diabète en général. Il n'y a qu'à voir les patients dans quel état ils arrivent. On a des hémoglobines glyquées à 17-18 normal. C'est quelque chose de banal, alors que je n'en ai vu qu'une seule fois pendant tout mon exercice en France. Ça veut tout dire. Le 14 novembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le diabète. Même en France, on estime qu'il y a beaucoup de gens qui sont diabétiques et qui ne le savent pas. Les chiffres actuels, mon Dieu, parce qu'en Algérie, malheureusement, on n'a pas de statistiques, il n'y a pas de registre. On espère pouvoir le faire, parce que là, je viens de monter ma propre association, qui s'appelle Libellule Bleue, c'est elle qui est à l'origine de ce dernier congrès. Et Libellule Bleue va nous permettre, j'espère, de pouvoir rallier les autres associations, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de président de fédération nationale des diabétiques. Les querelles intestines étant plus fortes que l'intérêt des malades. Malheureusement. Donc, on va essayer de fédérer tout ça et on va essayer d'organiser un registre du diabète. On ne sait pas quel est le nombre exact de diabétiques en Algérie. On ne connaît
forcément donc pas par conséquence les tranches d'âge, on ne connaît pas le nombre de complications, aucune idée des décès, on ne peut pas faire des études statistiques correctes puisqu'il n'y a pas cette base de données. On ne l'a pas. Mais on peut Donc, imaginer qu'on n'échappe pas, que l'Algérie est on proche, n'échappe pas du tout. voilà, Ouais. que beaucoup de patients s'ignorent. Oui. Alors, ce qu'on dit à l'heure actuelle, c'est que 50% des diabétiques ignorent qu'ils le sont. C'est les chiffres qu'on a. Ce sont les chiffres de l'IDF, de la Fédération internationale du diabète. On nous dit que sur 10 personnes, une sera diabétique. Et que parmi tous ces patients, tous ces gens, 50% dans cette population ignorent qu'ils sont diabétiques. Donc il y a un dépistage à faire. Nous, on a organisé le 22 avril dernier un dépistage qui m'a beaucoup émue parce que ça a ébranlé le peu d'espoir que j'avais. On a dépisté 550 malades, mais on avait une population à risque. Donc on avait ciblé la population, on avait dit aux gens, ceux qui ont dans leur famille un diabétique, qui ne sont considérés comme non diabétiques, peuvent venir et on leur fera leur dépistage. On a fait un dépistage poussé, donc on ne s'est pas basé simplement sur la glycémie, qui à mon sens n'apporte rien, sauf si vous êtes vraiment diabétique, mais sur les hémoglobines glyquées. Donc on a eu un laboratoire qui, bénévolement, est venu nous faire un laboratoire privé qui est venu nous faire les dosages d'hémoglobine glyquée. Et à notre grande surprise, on a eu des jeunes de moins de 20 ans qui pensaient être en forme, qui pensaient être bien, qui étaient diabétiques. Et le problème n'était pas là, on a découvert le diabète. Mais c'était des gens qui étaient déjà au stade de complications. Le dépistage ophtalmologique a révélé 90% de complications ophtalmologiques. Et la recherche de neuropathie, elle était aussi à plus de 90% positive. C'est terrifiant. Donc on se dit, on en est où de la prévention? On en est où du dépistage? Et on va où? Parce qu'avec tout ce qu'il y a comme fast-food, avec malheureusement Internet, Facebook, etc., les gens ne bougent plus, il y a des facteurs de risque. Rajouter les facteurs de risque familiaux, les facteurs de risque environnementaux, etc., on arrive à des chiffres de diabète qui sont effarants. À l'heure actuelle dans le monde, on nous dit qu'en 2030, on sera 240 millions de diabétiques. C'est un chiffre qui a doublé entre 1980 et à l'heure actuelle. Mais ce n'est pas une fatalité. On peut arrêter. C'est pas une fatalité, on peut. Moi, j'ai fait une expérience dans mon cabinet où j'ai pris des jeunes gens obèses, des jeunes vraiment qui avaient moins de 20 ans, qui avaient entre 15 et 20 ans. Donc, on s'est attelé à leur faire perdre du poids. C'est des patients qui, pour certains, étaient déjà sous insuline, considérés comme diabétiques, terminés, finis, il faut rester sous insuline à vie, etc. Donc on leur a fait perdre du poids, jusqu'à 20-25% de leur poids, du poids qu'ils avaient. On leur a fait faire une activité sportive, on les a rééduqués sur le plan nutritionnel, et ces gens-là ont pu arrêter l'insuline. Donc, on a protégé ensuite le pancréas, parce que je parle du principe que quand quelqu'un arrête l'insuline, son pancréas a déjà souffert. Donc, il faut protéger ce qui reste. Donc, pour moi, un traitement oral, c'est pas du luxe, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, on part dans ça et on arrive à régler le problème du diabète, simplement avec une hygiène de vie, une activité physique meilleure, et puis la meilleure compréhension de la maladie. Donc, si on arrive à expliquer tout ça, si on arrive à rééduquer sur le plan nutritionnel, à pousser la jeunesse actuelle, parce qu'il n'y a pas à se promener dans les rues d'Alger pour voir les jeunes obèses qui existent. Et puis, que ce soit des jeunes filles, que ce soit des jeunes gens, des jeunes garçons, il n'y a qu'à voir, c'est effarant. À côté, vous avez surtout sur les rues, on a quoi? On a des fast-food, des pâtisseries, des boissons gazeuses, tout à portée, tout est sucré, tout est riche, tout est gras. Et c'est devenu le changement d'habitude alimentaire, le changement d'activité physique. Les gens marchaient à pied, bougeaient avec les voitures, et surtout la sédentarité qu'ont créé les Internet. Ça, moi je le dis, les gens passent leur vie assis, à regarder leur téléphone, à se faire des selfies, même pas pour prendre une photo, ils se mettraient pas de dos. Donc, ce manque d'activité, c'est aussi effrayant. Donc, pas de sport, un régime alimentaire complètement déséquilibré, plus cette sédentarité agressive. Pour moi, c'est agressif pour le corps.
ça fait qu'on retrouve des obèses et on retrouve des diabétiques. On peut agir sur ça. Bon, il y a des facteurs, il y a des gens qui sont diabétiques, on ne peut pas aller changer leur diabète parce que c'est diabète insulinique. On vit bien avec un diabète, on vit très bien avec un diabète. Il ne faut pas croire que c'est la fatalité, qu'on ne va pas vivre, qu'on ne va pas avoir une vie normale, qu'on ne va pas avoir une vie de couple, qu'on ne va pas pouvoir fonder une famille, qu'on ne va pas avoir d'enfants, etc. Non. Si les gens sont bien équilibrés, ils vont éviter les complications. Il y a un problème qui se pose en Algérie, qui est un problème majeur, c'est chez les femmes, c'est l'incontinence urinaire, personne ne veut en parler, c'est tabou. Et chez les hommes, c'est l'impuissance sexuelle, là aussi c'est tabou. Je suis arrivée à créer une certaine ambiance de confiance avec mes patients. L'incontinence urinaire, vu que j'ai des médecins femmes qui sont là, donc elles peuvent en parler avec les infirmières, parce qu'il faut tout miser. Il faut tenir compte de ces paramètres-là, oui. Bien sûr. Et le rapport que j'ai avec mes patients hommes, j'ai aussi des médecins hommes qui m'aident à travailler, ils sont sensibilisés. Donc on arrive à parler de ces problèmes, qui malgré tout restent tabous, on arrive à en parler. Donc là, j'ai mis un médecin qui s'appelle le docteur Chini, qui est urologue de formation, qui lui me prend en charge ses patients. Et avec la technique que j'utilise, qui est la carboxythérapie, la carbolathérapie, c'est une technique qui permet de régler certains problèmes vasculaires et donc certains problèmes d'impuissance sexuelle. Donc le docteur Chini débutera ses consultations et la prise en charge dans pas longtemps. Il suffit simplement, il va venir se former dans mon cabinet et puis c'est un sujet que je ne peux pas aborder sur le plan thérapeutique vu que j'ai trop de patients à côté sur le plan du pied diabétique. Ma spécialité c'est le pied diabétique, donc je ne peux pas y rester. Donc j'ai demandé à un neurologue de prendre en charge. C'est beaucoup mieux. Et puis homme entre hommes, c'est beaucoup mieux aussi. C'est plus facile, le message passe plus facilement. Voilà, on respecte et puis on essaye d'aider. Mais ceci dit, mes patients en parlent. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est bien. Je voudrais revenir sur le fait que souvent, moi j'ai entendu dire, je l'entends dire encore ici ou en Algérie, le diabète peut se déclencher après un choc émotionnel, un accident. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout à fait, tout à fait. Nous ne sommes pas des robots, donc automatiquement le côté émotionnel a sa part. Hein. Après un décès, en général c'est après le décès, après une forte émotion, on peut devenir diabétique. Mais on peut devenir diabétique en étant mis sous insuline au départ, et puis petit à petit, en faisant de la rééducation nutritionnelle, en faisant une activité sportive quotidienne régulière assez intense, arriver à arrêter l'insuline. Pour tout le monde, et même les malades, moi je les encourage, je leur dis, vous voyez comme je travaille, je suis debout à 6h du matin, je termine le soir à 10h, 3 fois par semaine moins, je reçois beaucoup de malades, j'ai eu un choc après le décès de mon frère, un décès que je n'attendais pas, j'ai développé un diabète. Donc je me suis retrouvée sous insuline moi-même et j'ai pu arrêter mon insuline. Mon activité est tout à fait normale, ma vie est tout à fait normale. Donc, et mon hémoglobine glyquée est à 3,8. Donc on peut arriver à dépasser tout ça. Je pense que quand on parle avec des malades, avec une réalité telle que celle que j'ai vécue, en leur disant je suis un exemple, je vais vous dire dans mon cabinet à l'heure actuelle, il est exceptionnel d'avoir un patient qui a une hémoglobine au-delà de 15, ce qu'on avait régulièrement avant, ont une hémoglobine glyquée autour de 6, 5, voire 4. C'est extraordinaire. Les normes internationales donnent une hémoglobine glyquée à moins de 6. Oui. Moins de 6. Alors, moins de 6, on n'est pas diabétique. Si on arrive, je l'explique tel quel à mes malades, je leur dis, si vous arrivez à dépasser en chiffre inférieur de 6, vous êtes considéré comme non diabétique. Donc, vous ne pouvez plus faire les complications qui sont celles du pied diabétique, la rétinopathie, la cardiopathie, etc. Si vous conservez une hygiène de vie, vous conservez une rééducation nutritionnelle, vous conservez une activité, etc. Donc, les gens, surtout les jeunes, et bizarrement, hier j'ai eu une grosse surprise, c'était les personnes âgées que j'avais, et qui s'étaient mises à faire des régimes stricts, C'est magnifique. Quand vous voyez de tels résultats, c'est magnifique. Ça encourage à continuer. De temps en temps, on a des problèmes avec les patients qui ne comprennent pas les échecs, qui ne les acceptent pas.
Donc, c'est vrai que quand je dis à un patient, on va vous amputer, alors qu'on a tout fait pour essayer de conserver, heureusement que ça arrive très peu, mais quand ça arrive, c'est un drame pour tout le monde, c'est très mal vécu. C'est très mal vécu. Donc, après ça, quand on a 15, 30 patients ou plus qui viennent avec une hémoglobine glycée moins de 5, qui se portent comme un charme et qui ont retrouvé une jeunesse, on est bien content, on se dit, bon, ces gens-là vont fonctionner. Alors, on va revenir un peu sur le congrès, mais aujourd'hui, on va s'adresser aux personnes qui sont diabétiques ou qui savent, qui ont besoin d'un accompagnement, ou les personnes qui s'ignorent diabétiques. Quelles sont les personnes dites à risque? Moi, je le sais un peu parce que j'avais un papa diabétique, mais est-ce qu'on peut encourager aussi les personnes qui aujourd'hui vont regarder la vidéo à se poser la question? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se dire, est-ce que je suis concerné ou pas? En premier lieu, en premier chef, qui doit se poser la question? J'ai des parents, j'ai un papa qui était diabétique, j'ai des grands-pères qui étaient diabétiques, est-ce que du coup, je dois être vigilante? Moi, je pense que c'est systématique. Alors, première population à risque, ce sont les gens qui ont dans leur entourage un diabétique, que ce soit au premier degré, deuxième degré, une cousine, une tante, une grand-mère, une Tu sœur. sais quand c'est des deux côtés, hein. Voilà, des deux côtés, donc ça fait beaucoup de monde et il n'y a pas de problème à aller faire un dépistage. Par contre, le dépistage, pour moi, et je suis convaincue de la chose, ça n'est pas la glycémie. C'est l'hémoglobine glyquée. Il faut aller faire une hémoglobine glyquée. C'est quand même le résultat de 3 mois d'équilibre glycémique. Si vous faites une glycémie, rien dire, les chiffres peuvent être trompés. C'est autant de T, à l'instant X, je ne sais pas quoi, bon, c'est quelque chose de ponctuel. Par contre, l'hémoglobine glyquée, c'est autant de mois. Donc, pour la population, pour une population donnée, qu'on considère population à risque, celle qui a dans son entourage un diabétique, celle-là, oui. Vous avez des gens qui sont sous traitement, comme les malades qui sont sous corticothérapie, ces gens-là, ils peuvent faire un diabète induit. Donc, c'est des traitements qui induisent le diabète. Donc, ça, il faut encore prendre des précautions quand on est sous corticoïdes et faire des dépistages le plus souvent possible, au moins une fois par an quand on est sous corticoïdes. Moi, j'ai pas mal de malades dans ma clientèle qui ont des polyarthrite rhumatoïde, qui ont des pathologies qui sont corticodépendantes, qui ne peuvent pas arrêter, mais malheureusement, on ne leur a pas expliqué qu'il fallait faire un régime alimentaire à côté. En diminuant le sel, en diminuant le sucre, on ne leur a pas expliqué. Donc ces gens-là arrivent à un moment où ils deviennent diabétiques. Donc, on a ce type Il est très rare d'avoir des familles de diabétiques. Le diabète génétique est exceptionnel. Il existe dans certaines régions d'Algérie. Moi, je suis originaire de Kabylie. Voilà, il existe. Mais on parle de diabète héréditaire. Moi, je dis toujours, l'hérédité, c'est la façon de cuisiner et la façon de manger. C'est ce qu'on vous apprend à manger, c'est ce qu'on vous apprend à cuisiner, qui fait que vous allez transmettre ces traditions et avoir donc des risques, pas des risques, des facteurs tels qu'on les décrit là, mais c'est alimentaire, c'est purement alimentaire. Ce sont des choses qu'on peut corriger. Donc, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qu'on puisse dire c'est des gens qui sont vraiment des populations à risque. L'entourage diabétique, vous avez les traitements qui peuvent induire le diabète, et puis vous avez les chocs, les gros chocs qui font que on puisse arriver, moi je suis l'exemple vivant, on puisse arriver à avoir un diabète ou à faire un petit dérapage comme ça, qu'on pourra attraper. Vous avez le diabète gestationnel aussi. Le diabète gestationnel, là aussi, il faut faire le dépistage. Les femmes enceintes le savent bien, Nadia? Oui, je pense que oui. Alors, je pense que oui, parce que les médecins et les sages-femmes, les gynécologues et les sages-femmes sont très attentifs à ce genre de choses. Oui, ça je l'ai constaté. On rappelle ce que c'est, Nadia, si tu veux bien, le diabète gestationnel. C'est un diabète qui se développe pendant la grossesse. On peut qui peut très bien, oui, et qui peut très bien disparaître après, qui n'existait pas avant. Ceci dit, quand il y a des populations à risque, bien sûr, il faut faire la recherche du diabète très tôt, mais on peut développer un diabète pendant la grossesse, et uniquement pendant la grossesse. Donc, ça peut disparaître après, ça peut rester après, ça dépend de l'histoire de la patiente, mais le diabète gestationnel est une réalité, et ça entraîne des conséquences sur la grossesse et sur le bébé. Donc, il y a un suivi qui est fait de manière particulière, parce qu'on appelle ces grossesses des grossesses à haut risque. Donc, ce sont des grossesses qu'il faut vraiment suivre, parce que le risque de mortalité du bébé est très élevé.
très élevé. Il y a un risque de toxémie gravidique aussi, donc c'est un problème d'hypertension artérielle qui peut aller jusqu'à la mort de la maman, là. Donc, il y a quand même des risques. Et faire une glycémie, faire une hémoglobine glyquée en début de grossesse, c'est vraiment pas un luxe. Dans ces cas-là, l'âge de la maman au moment de la grossesse est un facteur aggravant ou pas? On n'a pas suffisamment. Moi, j'ai malheureusement vécu des toxémies gravidiques et des diabètes gestationnels chez des très jeunes femmes, donc qui faisaient leur première grossesse. J'ai vu des diabètes gestationnels chez des femmes qui ont été à leur 4e, 5e grossesse. Donc, je ne connais pas les facteurs. Je ne suis pas diabétologue de formation, donc je ne connais pas exactement les facteurs, mais je sais que pour moi, s'il y a une dame qui est enceinte, qui me dit qu'elle est enceinte, qui traversera par mon cabinet, je lui ferai forcément une glycémie, une hémoglobine glyquée, une urine créatinine au moins. Ça, c'est la moindre des choses pour pouvoir éviter le reste des problèmes. Ça ne coûte rien. Hein. Des petits examens, ça ne coûte rien. Il y a des choses qu'on peut faire. Oui. Donc il y a cette partie, ce moment de vie particulier chez la femme qui est un moment difficile et particulier à suivre, mais on revient sur le fait qu'on peut vivre aujourd'hui, on devrait pouvoir vivre tout à fait normalement. Normalement, moi je le dis, je le répète, on vit normalement avec une diabète. Le tout, c'est de savoir gérer son alimentation, savoir gérer, en fait c'est un problème d'équilibre. Donc une balance, vous avez vos entrées et vos sorties. Si on arrive à manger suffisamment pour pouvoir avoir une vie normale, un métabolisme normal, et qu'on arrive à dépenser ce qu'il faut pour ne pas garder du surplus, on est bien. On a un véritable équilibre entre les entrées et les sorties. Donc si on arrive à faire ça et qu'on a compris la maladie, c'est fini. Il n'y a pas de complications qui viennent tout de suite chez les patients qui sont bien équilibrés. Par exemple, la neuropathie, on la voit après, si quelqu'un est bien équilibré, on la verra que 20 ans après l'évolution. Mais ces jeunes patients qui sont déséquilibrés d'emblée, elle peut apparaître au bout d'une année. Justement, pour la question de la neuropathie, on peut donner quelques conseils aux patients diabétiques? Bien sûr. Sur la surveillance de leurs pieds. Moi, je m'occupe particulièrement de neuropathie, d'artériopathie. Et avec la carbonothérapie, la technique que j'utilise, qui consiste à injecter du gaz carbonique au niveau des membres inférieurs, c'est une technique française qui existe depuis 1932, donc je n'ai rien inventé. J'ai juste modifié la technique, j'ai juste adapté aux pieds diabétiques et je me suis rendu compte en changeant la façon d'injecter, parce qu'à Royal Chamalère, quand on nous a appris la technique, on nous a appris à injecter sur des points fixes sur les membres inférieurs. Ma réflexion a été, si j'injectais sur tous les membres, qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce que ça toucherait le plus? Est-ce qu'on gagnerait? Etc. Donc voilà, donc l'efficacité. Et là, à ma grande surprise, un jour, j'avais un patient, ça a été une découverte extraordinaire et fortuite. J'ai un patient qui ne sentait rien du tout, et puis un jour, il s'est mis à crier. Ah, je sens. Oulala. Donc, je refais le MG, et là, on me dit nette amélioration de la situation neurologique. Et là, je me penche un peu plus, je me rends en Italie, où on a notre école mondiale, j'expose la situation, on me dit effectivement, vous avez trouvé le traitement de la neuropathie diabétique. Donc je ne me suis pas arrêtée à ça, parce que quand on voit la neuropathie diabétique, on arrive à la traiter, on arrive à arrêter l'évolution à une condition, c'est que les taux d'hémoglobine glyquée soient bas. Il faut qu'on soit entre 6 et 6,5 pour éviter l'éternelle agression des nerfs par les taux de sucre élevés. Donc ça, moi je l'explique aux patients et on y arrive. On a actuellement des patients qui sont en guérison, c'est très bien parce qu'il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de fourmillement, les malades ressentent, quand ils mettent une paire de chaussures, ils savent qu'ils sont au niveau des pieds. Donc les conseils qu'on a pour le traitement, pour l'hygiène des pieds, moi j'utilise beaucoup d'eau, les gens ont peur d'utiliser l'eau. Moi je fais faire des bains de pieds, pratiquement 2 fois par semaine, avec de l'eau oxygénée, donc on a un protocole bien défini. J'utilise que des produits qui sont à la portée de tous. Donc je vais faire bouillir de l'eau, je la fais refroidir s'il y a des plaies, s'il n'y a pas de crème, on utilise de l'eau du robinet tout simple. On met 3 litres d'eau, un petit verre à thé, donc on reste encore dans des proportions tout à fait compréhensibles par la plupart des gens, c'est notre portée. Le plus simple, le plus efficace. Donc de l'eau oxygénée à 10 volumes. Ensuite, ils trempent leurs pieds, ils ressortent les pieds, ils les sèchent bien.
au bout d'une demi-heure, on va utiliser un hydratant. Alors, hydratant, moi je trouve la solution. 70 dinars, le pot, c'est le coconut, ce qu'on utilise pour les cheveux. C'est un hydratant magnifique. Moi, tout le monde l'essaye, même les gens qui ne sont pas malades. Ils l'essayent. C'est un très bon hydratant. On utilise un autre produit qui est fabriqué en Algérie pour les mycoses, qui s'appelle l'éconazole, c'est l'éconazole, qui est vendu dans les pharmacies et qui est heureusement pour les maladies remboursées. Donc on utilise ça entre les orteils, sur les ongles, et puis on a un podologue qui s'occupe de temps en temps de couper les ongles et de réduire l'épaisseur des ongles pour que les traitements soient efficaces, et on arrive à des choses positives avec des moyens très simples. Oui, parce qu'on rappelle à Nadia, pardon, que le problème des neuropathies, c'est que les personnes ne sentent pas, peuvent marcher, éventuellement se blesser. Donc est-ce qu'on peut leur donner comme conseil de regarder leurs pieds au quotidien? Alors, il faut regarder les pieds régulièrement. Je ne dis pas quotidien parce que ça effraie un petit peu. Ça devient une contrainte, oui. Voilà, ça devient une contrainte. Donc, il faut regarder les pieds. Alors, il y a un autre problème. En fait, il y a deux problèmes qui se posent. Quand on est diabétique, en général, on est vieux. Quand on est vieux et qu'on a une mauvaise hygiène, on a un problème d'œil. Donc, on ne voit pas très bien. Donc, si on ne voit pas très bien et qu'en plus, on a des problèmes d'arthrose, etc., tout ça, ça fait qu'on ne va pas l'examiner son pied tous les jours. Donc le mieux, c'est de dire gentiment à quelqu'un de la famille, s'il te plaît, examine-moi mes pieds, regarde entre mes orteils, regarde en bas, regarde ci, regarde ça. Il y a un autre moyen simple, il existe des miroirs à l'heure actuelle, on est en train de développer d'ailleurs aussi, des miroirs, les malades les posent, et puis regarde, c'est des miroirs grossissants, ça permet d'examiner comme avec une loupe, le talon, les orteils, etc. Même si quelqu'un est malvoyant, même si quelqu'un a des difficultés pour toujours garder ses pieds. La deuxième chose qui est très importante, c'est de bien se chausser. Avoir de bonnes chaussures épaisses, avec une bonne semelle, vraiment la bonne semelle, qui permet d'éviter qu'un clou puisse traverser, qu'une punaise puisse traverser, c'est déjà énorme. Donc des chaussures qui soient assez larges, voilà, de bonne qualité. Une bonne chaussure de pied diabétique, c'est quand même minimum entre 200 € et 400 €. Donc, c'est quand même cher. Malheureusement, ce n'est pas remboursé ici. Donc, là aussi, ça pose problème. Là aussi, on a des problèmes avec ça. Donc, on explique aux gens qu'il faut quand même avoir de bonnes chaussures, qu'il faut regarder, il faut se laver les pieds. Malheureusement, beaucoup de médecins sont contre ça. Tout comme l'idée de ne pas mettre de caleçon, ça, je n'ai pas compris non plus. Pourquoi les gens ne doivent pas porter un caleçon quand ils sont diabétiques. Ça, il y a des idées reçues qui sont terribles, hein, qu'on voit beaucoup sur Internet, méfiant sur ce qu'on voit et ce qu'on lit sur Internet. Ah oui, quand je demande aux personnes âgées pourquoi on n'avait pas de caleçon, mon médecin m'a interdit de mettre un caleçon. C'est d'une logique implacable. C'est imparable. Pourquoi alors qu'un bon caleçon en coton, ça évite les mycoses, ça évite les eczémas de bras, ça évite beaucoup de choses. Ça évite vraiment beaucoup de choses. Donc il y a vraiment toute une éducation thérapeutique à faire. Et il faut déjà sensibiliser les médecins, leur expliquer le pourquoi. Moi, je travaille beaucoup avec les associations. Je trouve que les associations ont un rôle énorme parce qu'il est vrai qu'un médecin, et je le répète à mes malades, allez vers les associations. Une association vous permettra, quelqu'un de l'association vous prendra pendant 1 heure et demie pour vous expliquer ce que vous mangez ou ne mangez pas. Vous expliquera comment faire votre insuline, comment vous équilibrer. Mais un médecin n'a jamais le temps de donner 1 heure et demie à son patient, celui qui le fait vient me le dire. Et c'est vrai que l'avantage de s'adresser à une association de patients, c'est qu'on a forcément du coup des personnes qui partagent la même expérience que nous et qui peuvent du coup en parler en connaissance de cause. Ouais. Moi, je trouve que les associations, s'ils ne sont pas médecins, ils ont reçu l'éducation, ils vivent la maladie. Donc, je pense que le discours passe mieux. Il n'y a pas d'interdit. Je pense que tu ne devrais pas prendre ça. C'est mieux de ne pas prendre ça. Un médecin a un discours bien. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas manger ça. Un peu trop restrictif. C'est trop rigoureux. Voilà. C'est trop rigoureux, ça passe pas. Il y a le côté psychologique quand même important. Moi, il y a des associations en Algérie qui sont magnifiques. Je travaille avec toute l'Algérie, c'est magnifique le travail qu'ils font, de me ramener un malade d'une hémoglobine glycée à 17% à 4. Ça rend bravo en l'espace de 2 mois, 3 mois. C'est magnifique. Il y a les potentialités. On peut tout faire. Donc, un diabétique, pour ses pieds, il se regarde les pieds, il se lave les pieds. S'il ne peut pas regarder, s'il ne peut pas, il utilise un miroir. S'il n'a pas de miroir et qu'il a un problème de vision, etc., il peut demander à quelqu'un de regarder. Autre chose, il faut marcher.
Donc, on me dit, oui, on n'a pas d'espace-temps. Moyen très simple. On a éduqué nos patients à marcher dans le couloir. Tout est simple, tout est pratique, tout est efficace surtout. Donc, je dis aux patients, vous avez pris votre petit déjeuner, vous laissez votre tasse de café ou de lait sur la table, vous faites un quart d'heure de marche dans le couloir. Ça suffit largement. Vous faites la même chose après le petit déjeuner et vous faites la même chose avant le dîner. Et vous passez de un quart d'heure à 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Ce qui fait que dans la journée, si les malades suivent bien, on arrive à 1h30 de marche. Et avec ça, on arrive à tout équilibrer. Non seulement on va rééquilibrer le sucre, parce que ça va chuter vu qu'il y a une augmentation de l'activité physique. Deuxièmement, les muscles vont reprendre. L'activité osseuse va reprendre. Les gens auront moins de troubles de la statique. Et, chose extraordinaire, il y aura moins de chutes. Parce que les gens reprennent confiance en eux. Donc, à commencer à marcher dans le couloir, puis ensuite sortir dans les rues, quitte à utiliser un déambulateur au départ, on utilise l'ambulateur avec des roues, petit à petit, ensuite on utilise une canne, et puis après plus rien. Donc tout est progressif et tout est dans l'encouragement. Donc on encourage les gens, tiens, aujourd'hui tu as marché un quart d'heure, c'est magnifique. Dans 15 jours, tu feras 20 minutes. Dans 3 semaines ou un mois, tu feras. Il faut y aller progressivement. On y arrive. On sait bien que malheureusement le diabète est souvent couplé à d'autres pathologies qui apparaissent avec l'âge aussi. Donc voilà, c'est On peut faire de la prévention toute simple. C'est-à-dire dire aux gens, marchez dans le couloir. Tout le monde a un couloir. Il n'y a pas de couloir, c'est pas grave. Tournez au rond dans votre chambre. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de faire le quart d'heure. Moi, j'ai un souvenir magnifique d'une dame qui ne marchait pratiquement pas, qui est kabyle, elle est née de Zizou, et ses enfants me disaient, elle ne veut pas, toutes les 2 secondes, elle nous dit combien il nous reste de temps. Si vous avez, la pauvre, elle était là, et ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, c'est très simple. Prenez-lui un MP3, un MP4, mettez-lui dans... Oui, un peu de musique N'importe quoi, une bonne musique entraînante, laissez-la pour le quart d'heure. Quand le quart d'heure est fini, quand la musique s'arrête, c'est qu'elle a fini, elle ne vous posera plus de questions. Et ils me l'ont prise en photo, ça a marché, ils me l'ont prise en photo de dos, alors qu'elle dansait. Elle était entraînée, elle s'est mise à danser. Ils étaient tellement sidérés qu'ils l'ont prise en vidéo. À chaque fois qu'elle tournait, ils la prenaient en vidéo, ils m'ont envoyé le truc. Comme quoi, avec des petits moyens, on arrive à faire beaucoup de choses. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup de trucs. Il suffit simplement de bien guider, bien truc. Donc, si on se résume, bien manger, bien bouger, bien chausser, et le problème est réglé. Moi, je pense qu'on peut vivre tranquillement avec ça. Un autre tabou, comme l'histoire de caleçon à ne pas porter, de ne pas mettre les pieds dans l'eau, etc. On va te mettre sous insuline, tu pourras tout manger. Ça, c'est une idée fausse. L'insuline est là pour aider. Donc, il faut inculquer la base du régime et ne pas dire aux malades de manger n'importe quoi. Alors, s'ils arrivent avec des taux d'hémoglobine glyquée très élevés, c'est simplement parce qu'on leur a dit tu peux manger ce que tu veux parce que tu es sous insuline. Très souvent, les malades sont choqués. On leur dit non, mais c'est pas comme ça, l'insuline, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour vous aider. C'est ce qui vous manque dans votre corps, donc ne faites pas ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas manger n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas le produit miracle, comme on a vu sur Internet, arrêtez vos traitements et prenez le produit miracle ou le miel qui va vous guérir de votre diabète. Ça, c'est encore une autre bêtise. On a encore le tabou des fameuses dates mangées par le prophète. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faut éliminer de la tête. Il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir, mais je pense que c'est le travail des associations. Et d'ailleurs, et pendant ces 2 jours, on va revenir, si tu veux bien, sur le programme. Petite question. En Algérie, est-ce que, tu disais tout à l'heure, tu n'es pas diabétologue, mais qui prend en charge principalement les patients qui souffrent de diabète? Les endocrinologues, les médecins généralistes? En première ligne, ce sont les généralistes, en première ligne. Des fois, il y a des médecins qui ont des formations extraordinaires, donc ils suivent très bien les patients, et des fois, c'est très aléatoire, ça navigue à vue d'œil. Donc là, quand on voit des malades qui sont vraiment déséquilibrés, on les redirige sur des gens qui sont diabétologues ou endocrinologues. Donc le deuxième volet après, donc, ce sont les diabétologues, les endocrinologues. Malheureusement, il n'y en a pas partout dans tout le pays et les gens sont obligés d'aller dans certains centres, Ça ne veut pas dire qu'ils sont mal pris en charge, loin de là, mais il y a une quantité effroyable de malades qui se dirigent. Ça ne va pas s'arranger.
ça ne s'arrangera pas. Et malheureusement, il n'y a pas ces discours qui font qu'on puisse passer du temps avec un malade, lui expliquer ce que c'est que sa maladie. Et tout c'est le problème de nous tous, hein. Ce n'est pas seulement le problème de tel ou tel centre. Hein. On est dépassé, on est dépassé. Donc, il y a ce problème-là. Donc, au cours du congrès, on a essayé d'apporter des choses. Donc, l'année dernière, j'ai eu la chance d'assister à un congrès mondial sur le diabète qui était dirigé par le professeur Ibrahim Mahmoud, qui est un éminent spécialiste du diabète, qui est président de l'association, donc de la fédération des médecins diabétologues à Atlanta, en Géorgie. Et je l'ai invité à venir, donc il a accepté de venir. Et nous avons parlé du diabète et du prédiabète en 2017. Parce que pour moi, il faut traiter les malades prédiabétiques. Et le discours qu'il a tenu pendant son congrès m'a vraiment plu parce qu'il allait dans ce sens-là. Donc, il va nous apporter son expérience américaine et égyptienne, parce qu'il est d'origine égyptienne aussi. Et il va nous apporter, on va comparer un petit peu nos expériences sur ces deux points de vue. Ensuite, on aura quelqu'un qui va parler de la prévention, qui fait de l'éducation, qui est le professeur Dr Peter Alton, qui est anglais, qu'on a eu le plaisir de recevoir à 3 reprises sur Alger, qui a écrit un livre qui s'appelle Undefeated. Et c'est un livre qui est destiné à la population. Donc, l'année dernière, au congrès, il l'avait présenté. On l'a pris parce qu'il est en anglais et on a décidé de le traduire en français et en arabe pour le mettre à la disposition de nos patients, chose qui a été faite. Voilà. On essaie d'avancer avec très peu de moyens, mais on essaie d'avancer. Ensuite, on a toute une partie où on va parler des complications du diabète. Donc, je mélange les 2 jours. Il n'y a aucun souci, je t'en prie. Voilà. Donc, on va parler de tout type de complications, sauf de l'obésité. Donc, on va parler des complications cardiaques, des complications neurologiques, des complications urologiques, des complications néphrologiques, des complications sexuelles, de l'incontinence urinaire chez la femme. On aborde tous ces sujets-là et on a 2 nouveautés. Alors, l'une qui est extraordinaire, c'est celle qui m'a le plus plu, c'est l'approche de la Harvard Medical School qui m'a demandé s'ils étaient d'accord pour qu'ils puissent présenter un travail sur la gestion des données du diabétique. Donc, en général, des maladies chroniques, mais la gestion des données, pour que nous puissions parler à l'échelle mondiale de la même chose. Et qu'on puisse faire rentrer nos malades algériens dans leur logiciel, en fait. Donc, j'ai accepté avec grand plaisir. Donc, on va avoir trois orateurs qui vont nous prendre l'après-midi, partie de l'après-midi, pour nous exposer leur façon à eux de gérer toutes ces données, pour pouvoir établir un programme de prévention, pouvoir établir ne serait-ce que les commandes de médicaments, parce que, et tout ce qui va avec. À qui s'adresse ce congrès? Qui peut venir et surtout comment on s'inscrit déjà? Alors, les inscriptions sont closes parce qu'on est à plus de 500 participants. C'est une association, bien sûr, c'est une association avec très peu de moyens. Donc, on aurait plus d'argent, on aurait fait plus, mais là, on ne peut pas. En plus, on a à prendre tout en charge. Les orateurs, leurs chambres, leurs billets d'avion, etc. Il n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup d'aide. Donc, on est assez limité. Donc, les inscriptions, pour l'instant, aujourd'hui, elles sont closes. Donc, on a des médecins généralistes, on a des spécialistes de tous bords, hein, quelles que soient les spécialités. On a des néphrologues, des ophtalmos, des neurologues, des réanimateurs, tous ceux qui, de près ou de loin, s'associent à la prise en charge du diabétique. Je pense que ça concerne toutes les spécialités, sans aucune réserve. Et donc, voilà, donc on a ça. Alors, je te disais pour le programme, ce qu'on a apporté de nouveau, c'est cette partie-là avec la Harvard Medical School pour la gestion. Et on a trois orateurs intéressants. Et on a apporté aussi une nouvelle expérience concernant l'ostéopathie. Je pense que tu sais qu'il n'y a pas d'ostéopathe en Algérie. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc il n'y a pas d'ostéopathe et apparemment, moi-même je vais découvrir parce que je ne connais pas très bien ce volet-là, ce congrès va me permettre de connaître l'impact de l'ostéopathie chez les diabétiques. Donc l'apport du traitement ostéopathique sur la chronique en général, pour le diabète en particulier et sur le pancréas en particulier. Donc on a le premier numéro 1 mondial, c'est un russe qui s'appelle Morov, qui est à Saint-Pétersbourg, qui va venir nous apporter son expérience. Il a eu des élèves
une dame qui est en Belgique, Elena, qui va venir aussi nous parler de son expérience, et un autre Belge qui travaille au Sénégal, qui va aussi nous apporter son expérience. Donc, on essaie de sortir de diabète égal traitement à l'insuline, etc. On essaie d'apporter un regard neuf sur la maladie, un regard neuf sur les traitements. Ensuite, on a une partie où on va parler donc des complications du pied diabétique, bien sûr, puisque c'est ma spécialité. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir recevoir l'année dernière, l'année d'avant et cette année aussi, on va recevoir là où est née ma technique, c'est-à-dire la carboxythérapie, elle est née à Roya Chamalia. Et l'un des piliers de Roya Chamalia, qui est docteur Jacques Audy, vient cette année. Et je lui ai demandé, puisqu'on a un parterre qui ignore, même parmi nos orateurs étrangers, qui ignore ce que c'est que la carbothérapie, la carboxythérapie, il va venir nous parler de toute l'historique. Moi, je vais parler de mon expérience sur le pied diabétique. On va parler d'une complication qui est grave, parce que rien que dans mon cabinet, j'ai 320 cas et je ne sais plus quoi en faire, c'est le pied de Charcot. C'est une complication extrême de la neuropathie chez les diabétiques. Actuellement dans le monde, le traitement c'est l'amputation. Donc on essaye de réfléchir, on est un noyau dans le monde de chirurgiens à essayer de trouver une solution pour éviter cette amputation. Donc il y a beaucoup de choses qui sont développées, il y a beaucoup de choses. Donc on a l'apport d'un autre russe dans le traitement du pied de Charcot. Donc lui, il a inventé une technique. J'ai eu la chance de le voir l'année dernière à Stuttgart au cours d'un congrès restreint de chirurgiens du pied diabétique. Donc il nous a apporté son expérience sur ce truc-là. Donc je lui ai demandé de venir, il a accepté. Donc Vladimir est quelqu'un de génial parce qu'il a inventé quelque chose, parce qu'il a apporté quelque chose, et surtout qu'il évite les amputations. Ensuite, on a une autre partie où on va discuter des nouveautés qui existent, qu'on a pu apporter. Alors, une partie, j'utilise une poudre qu'on appelle la poudre magique, qui existe. La poudre magique, c'est entrecoupé, pardon. La poudre magique, oui, ça s'appelle la poudre magique. Ça permet une meilleure cicatrisation des plaies. Ça s'appelle la crasine, en fait. Elle est connue comme ça, la poudre magique. Donc, quand on vous présente la boîte, quand on vous présente le travail, vous avez la lampe d'Aladin juste à côté. Oui, oui. On lui fait sourire. Mais c'est une réalité, c'est une poudre qui apporte beaucoup. Donc je l'ai utilisée, je vais apporter mon expérience là-dessus. Je l'échange avec une équipe qui est aux Émirats Arabes Unis. Donc on a deux médecins qui arrivent de Dubaï, qui vont apporter leur expérience puisqu'ils utilisent le même produit. On a deux grandes personnalités de grosse pointure mondiale. Le professeur Armstrong, David Armstrong, qui va nous parler de la meilleure façon de prendre en charge de ASTAF, c'est-à-dire complémentarité, la ténacité pour améliorer la vie des patients diabétiques en complications. Et le deuxième personnage important, c'est le professeur Nachafi, qui est extraordinaire puisqu'il est à la fois chirurgien et ingénieur. Donc, il va nous apporter son expérience concernant ce qu'on appelle le offloading, donc la disparition de la pression à travers des moyens tels que les chaussures, tels que des chaussettes, etc., pour éviter des complications de la neuropathie. Quels seront les profils des personnes qui seront présentes les 1er et 2 décembre au Sheraton? Médecins, paramédicaux, associations de patients? Quels sont les profils? Oui, on a de tout. Tous ceux qui se sont inscrits, qui ont confirmé leur inscription, seront pris. Mais ceux qui viendront comme ça ne pourront malheureusement pas être pris parce qu'on a eu des consignes strictes de sécurité. Donc, c'est pas la peine de se présenter comme ça, on ne pourra pas. Donc, tous ceux qui se sont inscrits, qui ont confirmé leur inscription, nous, on a un nombre. Donc, on va voir les confirmations par rapport aux confirmations. S'il nous reste quelques places, on va réouvrir les inscriptions. Donc, d'ici, je pense, 2-3 jours, on va réouvrir, ne serait-ce que 24 heures, pour permettre à des gens de pouvoir s'inscrire s'ils ne l'ont pas fait. Mais pour l'instant, on attend la confirmation de ceux qui ont une première inscription. D'accord. Voilà. Génial. Samia, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Merci. On va rappeler le nom de ton site internet de l'association Libellule. Alors, le nom de l'association, c'est Libellule. Pourquoi Libellule? Parce que d'abord, le bleu, c'est la couleur internationale du diabète.
tout le monde le sait. Et libellule, parce que je considère que nous sommes un tout petit insecte, mais que la libellule est l'insecte qui monte le plus vite, le plus rapidement en vertical. C'est ta conscience qui se défend. Donc, c'est assez imagé, donc là, rapide en vertical. J'espère que ce sera notre ascension à nous et qu'on pourra monter très vite. Ton mail, Nadia, si on souhaite entrer en contact avec toi pour, voilà, à titre informatif. Alors, moi, c'est très facile, c'est DR, docteur, hein, minuscule, DR Boudjena, mon nom, donc BOUDJENAH, @yahoo.fr. Plus simple que ça, il n'y a pas. Ça n'existe pas. On va te souhaiter un bon congrès et à bientôt à Alger. Je t'enverrai un petit résumé sur ce qu'on aura fait. Super. Comme ça, tu auras un suivi de bien sûr, du congrès. Voilà.